Attention, cette vidéo risquerait de spoiler sévère sur la première saison de Gundam Double O. Il est donc vivement conseillé d'avoir vu au minimum la première saison. Vous voilà prévenu. Après la bataille de Lagrange 4, le plan que Alléluia avait conçu semble être mis en place. Les nations du monde se sont unifiées sous la bannière du gouvernement planétaire fédéral et l'armée indépendante des forces de protection de la paix fut mise en place. Mais malgré cette utopie, la guerre fait malheureusement encore rage. Dans l'ombre, une organisation refait secrètement son armement afin de corriger les erreurs faites dans le passé et ainsi terminer leur mission. Bon bah c'est parti pour la seconde saison. Gundam Double O saison 2. La saison qui a fait passer d'un manga qui est très bon à la base à excellent. Celle-ci apporte pas mal de réponses et d'éclaircissements, dont certaines étaient plus ou moins en rapport avec le scénario ou les personnages qui étaient sans réponse, comme qui est réellement Tyria Erd? Quelles étaient les véritables intentions d'Aeolia? Quels sont les liens qui unissent ce map? Tu vas faire cette blague à chaque fois? Peut-être plus tard. Bon, je reprends. Quels sont les liens qui unissent Soma Pierce et Alléluia? Et aussi la prise d'importance des personnages secondaires, les rendant plus développés et encore plus identifiables. Mais aussi un antagoniste qui est omniprésent et qui remplace l'ACD décevant Alejandro Corner. Le twist de c'est lui le méchant n'a pas vraiment marché, ne lui apportant pas assez de matière pour se développer. Hey, je vous avais prévenu que ça allait spoiler sur la saison 1. De ce fait, j'ai remarqué que le manga se séparait en deux. La première saison, qui est là pour nous présenter un maximum les personnages tout en laissant une part de mystère, tandis que la seconde permet de combler le mystère tout en introduisant de nouveaux personnages ou en leur faisant gagner de l'importance. Et le film, oui, il y a un film d'animation, n'apporte pas un grand renouveau, mais permet d'avoir une très belle fin. Bien sûr, je ne le traiterai pas dans cette vidéo. La musique de cette seconde saison est... non. Il n'y a pas que la seconde saison qui a de très bonnes musiques. En réalité, c'est tout le manga, film y compris. Préparez-vous à en prendre plein les oreilles. La dernière fois, j'ai oublié de mettre mes sources, et je m'en excuse. D'ailleurs, la musique de mon opening est tirée de cette OST. Pour reparler des musiques, j'en ai déduit une sorte de continuité qui suit l'intrigue du manga. Explication. Les openings de la première saison sont respectivement le début des opérations de Celesta Loving et la chute de cette dernière. Dans le premier opening, la musique et les paroles sont assez optimistes. Et au niveau des images, il y en a assez peu, mais certains plans montrent une sorte de victoire déjà acquise, malgré un rude combat. Par contre, le deuxième opening est bien plus sombre et montre la chute. La musique et les paroles sont beaucoup moins optimistes, montrant plus de combats et une équipe Gundam qui semble se battre contre les Gundam de Celesta Loving. Et vous l'aurez deviné, cette équipe sont les Torn. Et enfin, on passe aux endings de la seconde saison, avec le premier qui est la reconstitution de Celesta Loving. La musique est assez triste, les pilotes abandonnent leur lieu où ils ont perdu des êtres chers pour se retrouver à un seul endroit, le Ptoléméol 2, comme descendu du ciel pour les rappeler. Et enfin, notre dernier ending montre la fin de la guerre. La musique est douce et apaisante. On voit les MS très abîmés et abandonnés, et comme plan final, le jeune Setsuna devant le Double O Gundam, lui aussi fortement endommagé, mais couvert de fleurs, dans ce qui semble être un Éden, et en arrière-plan, la Terre. Les titres de chacun d'entre eux sont dans la description. Dites-moi dans les commentaires si mon analyse a été bonne. Après les avoir analysés, si on commençait la véritable critique. Nous allons d'abord faire un rapide tour d'horizon sur les personnages principaux, parce que oui, ils ont changé en 2 ans. Commençons par Setsuna FCE, qui était porté disparu après son combat contre Graham Marker. Il réapparaît sur une colonie en construction sous le joug d'Aelo, qui est en réalité plus une prison pour rebelles, pour faire une enquête sur leur agissement. Bah ouais, c'est pas lui qui se fera choper, et sauvera de justesse Saji Crossord de l'exécution par les automatrons, pour retourner ensuite sur le Ptoléméol 2 qui était venu le chercher afin de reconstituer l'équipe de Gundam Meister. Mais comment a-t-il pu aller sur cette colonie et survivre 2 ans dans le vide spatial? Nul ne le sait, mais on peut supposer qu'il a pu tomber sur une colonie abandonnée pour pouvoir réparer son MS avec ce qu'il a pu récupérer. Et oh putain, il est classe! Non mais, le MS de base est classe, mais là, il est tout bonnement génial. Bon, il se fera malheureusement très vite détruire, pour des raisons qui sont assez évidentes. Mais le MS qui pilotera durant toute cette saison est bien plus puissant. Le Double O Gundam, couplé avec le Riser, ce qui donnera le Double O Riser. Ce qui fait que les deux machines seront indispensables pour libérer le plein potentiel. En effet, le Double O ne peut utiliser le mode Transam sous peine de provoquer une surchauffe des GN Drive et rendre le MS inopérant. Pour faire simple, le Riser est là pour faire office de régulateur d'énergie. D'ailleurs, pour sa première mise en marche, il a fallu le démarrer en mode Transam. C'est ni plus ni moins si tu démarrais ta voiture en 6ème.
Étant basé sur le Lexia, le MS garde son aisance au combat rapproché et à courte portée. Le personnage a une évolution plus importante par rapport à la saison 1. Il commencera à regretter son passé et ça sur deux scènes. La première est la conversation avec Ribbon, lui faisant comprendre qu'il est en réalité pas un élu de Veda et qu'il a été utilisé. D'abord, ça fait mal. Plus tard, quand il est dans le coma, dans son rêve, il tente d'arrêter lui plus jeune de commettre un acte qu'il regrettera toute sa vie. Mais vu que c'est un rêve, il revoit cette scène. À cet instant, Setsuna est déstabilisé et il ne sait plus où il en est. Et là vient ce que j'appelle la résurrection. Durant le même rêve, le Con lui apparaît et lui explique que le passé, c'est le passé. Merci Captain Obvious. Et ce qui compte réellement, c'est ce qu'il va faire plus tard. Et pour achever sa résurrection, cette fois-ci c'est Marina qui lui apparaît dans un désert, lui montrant qu'elle a confiance dans les choix qui lui semblent justes. Ainsi, il achève sa résurrection avec la mission qui lui a été confiée qui devient son objectif, éradiquer la guerre. Cas à part pour ce personnage qui n'est pas le même que la saison 1. Parmi tous les pilotes, c'est le seul à être nouveau, Locon Stratos. Oups, je voulais dire second Locon. Quand j'ai vu le personnage pour la première fois, j'étais plutôt déçu, du genre eh merde, ils ont repompé de A à Z le chara-design du personnage, le faisant passer pour son frère jumeau. Ce qui est plutôt valable quand j'y repense. Mais ce qui m'a fait changer d'avis, c'est son caractère, qui est complètement différent de son frère. Là où le premier est chaleureux, calme et respectueux, le second est un peu plus explosif et vanne ses camarades quand ils font un pas de travers. Et aussi, il n'a pas de véritable objectif. Il a intégré Celesta Lubing parce qu'il a été recruté et parce qu'il fait aussi partie de Kataran, le fameux groupe rebelle. D'ailleurs, il sera recruté par Setsuna en personne, car selon lui, si t'es le frère d'un pilote de Celesta Lubing et que tu n'aimes pas la fédération, tu es digne de confiance. Un peu bête Setsuna. Mais il a eu raison de le recruter. Tireur hors pair, tout comme son frère, il est le pilote du GN006 Sherudin, qui est basé sur les données du Dynames. Il est aussi le premier personnage non évolué à utiliser correctement la technologie des funnels. Les personnages évolués selon les univers New Type et Cyber New Type pour l'UC, Expander pour l'AG, Seed pour le CE, et enfin Innovator Innovate pour ce manga, sont les seuls à pouvoir utiliser cette technologie normalement. Le Con, lui, utilise un terminal Arrow pour pouvoir les contrôler. Enfin, c'est le Arrow qui est sur le terminal qui commande les funnels selon les ordres de Locon. Et pour ceux qui me disent mais non, il y a aussi Alias Sanchez qui a pu les contrôler. La première fois qu'il les a utilisés, c'était uniquement dans le but d'en faire des missiles. Étant donné que Locon Stratos est un nouveau personnage, cela nous laisse le découvrir intégralement. À présent, passons au plus chanceux des quatre, Teria Erd, le seul pilote qui a pu revenir sur le vaisseau, qui aura pour but de reconstituer l'équipe de Gundam Meister, une fois que tous les MS seront construits. Dans cette saison, les questions qui l'entourent se dissipent petit à petit. Pourquoi fait-il partie de l'organisation? Pourquoi il n'a pas vieilli comme l'intégralité des personnages? C'est quoi son rapport avec Veda? Et pourquoi il est le seul à y accéder? Il n'y a qu'une seule réponse à toutes ces questions. Il n'est pas humain. Mais laissez-moi expliquer avant de gueuler. Teria Erd est en réalité un innovator. D'abord, c'est quoi un innovator? Je vais faire simple. D'abord, ils ne sont pas humains. Ce sont en réalité des êtres artificiels, créés par Veda, qui ont normalement pour but d'aider l'humanité à s'organiser. En plus, ils ont des ondes cérébrales quantiques, ce qui leur permet d'avoir une meilleure aisance dans les combats et la gestion des informations. Et en plus, oui ça fait beaucoup de plus, ils ont une longévité plus importante que les humains, ce qui explique que notre personnage n'ait pas pris une ride. Et paradoxalement, les antagonistes de cette saison sont les Innovators. Mais Tyria se dira avant tout humain, et suivra la voie enseignée par Aeolia. Toujours dans l'optique d'avoir un Gundam 2 en 1, il pilote le Gen 006 Serafi et le Gen 009 Séraphin, ce dernier étant un MS piloté à distance. Un drone quoi. Il a été construit sur les bases du Versu et amélioré pour qu'il soit tout aussi destructeur que son modèle de base, en supprimant un défaut important qui était sa lenteur et son impuissance face au groupe organisé. Ah oui, il ne faut pas se fier aux apparences, mais le Séraphin a lui-même une arme spéciale qui peut activer sous certaines conditions. Mais ça, à vous de le voir. Le personnage a radicalement changé entre ces deux saisons. Là où dans la première saison il était arrogant et n'hésitait pas à devoir tuer un allié, là il est plus tolérant et plus protecteur que jamais, considérant les autres pilotes et les membres d'équipage comme des amis. Mon bon Saji, heureusement que tu ne l'as pas connu il y a 2 ans, parce que après les conneries que tu as fait, tu serais mort bien une centaine de fois. Pour résumer, un personnage fort détestable au début du manga, mais avec une évolution positive, jusqu'à en devenir plaisant à suivre. Et à présent, passons à notre dernier pilote, Alléluia Apnist, qui sera retenu en prison suite à la défaite face au sergent Sernov et Soma. Tu fais encore cette fois cette blague? T'es mort! Reprenons, Soma Pierce. Toujours dans le but de reconstituer l'équipe de Gundam Meister, Celesta Lubing lancera un assaut direct sur la prison permettant la libération du pilote ainsi que de Marina Ismail, que Setsuna s'empressera de libérer une fois Alléluia sorti.
Comment une personne prenant la paix a-t-elle pu être emprisonnée? On verra plus tard. Revenons à Alléluia. Suite à sa sortie de prison, il se met en tête de retrouver Soma. Ah, il ne l'a pas fait cette fois. Enfin bref. Vous vous rappelez des troubles de la personnalité d'Alléluia quand Pierce était proche de lui? Ces deux-là se connaissent depuis bien plus longtemps que son emprisonnement. Et même, cela remonte à leur enfance, quand ils étaient tous les deux dans la colonie secrète de la HRL. Et vous connaissez l'histoire. Si Alléluia l'aurait prise avec lui, elle serait morte comme le flashback de la saison 1 l'a expliqué. Basé sur les données du Curios et mieux armé, le Gen 007 Arios reprend le concept d'intercepteur. Et plus tard, par demande de renforcement, ils lanceront le GN-R101A Archer, qui permet d'avoir un soutien supplémentaire en tant que mobile armor et un MS supplémentaire sur le champ de bataille. Bien sûr, ce n'est pas un Gundam, et il n'est pas alimenté de la même façon, c'est-à-dire avec un Gen Drive, mais par une sorte de batterie. Notre pilote est resté le même. Pas de changement de comportement, mais il a l'objectif précis de sauver Soma Pierce des griffes d'Halo, sachant qu'ils sont ennemis, et qu'elle connaît son visage. Ce type est soit fou, soit téméraire. Mais bon, quand on aime, on ne fait pas attention au danger. Comme dit au début de la vidéo, l'humanité est unifiée. Les trois précédentes factions ne sont plus, et ainsi, le gouvernement planétaire fédéral instaure une paix éternelle. Non, je déconne. Derrière cette utopie, des gens continuent à se faire massacrer soi-disant au nom de la paix. Par un groupe militaire indépendant du gouvernement, Halo, dont je pense que les créateurs se sont fortement inspirés du groupe Titan dans Zeta Gundam, qui, en plus de commettre des actes atroces, ce sont des gros lâches. Bonjour Maria Ismail, nous venons vous arrêter pour complicité avec Célesta Lebing, même si ça remonte il y a 2 ans. Traduisez. Nous vous arrêtons pour prendre le contrôle du pays parce que le Moyen-Orient ne veut pas se soumettre à notre régime totalitaire. J'en reparlerai plus précisément dans l'onglet Antagoniste. Mais pour faire barrage à cette tyrannie, un nouveau groupe s'est insurgé contre cette police militaire, Kataron, qui ont pour but de renverser le gouvernement pour stopper les actes d'Halo. Mais étant peu nombreux et ayant des MS obsolètes, malgré un solide réseau de renseignements dans le monde, ils ne peuvent quasiment rien faire sans l'aide de Célesta Lebing. Et en parlant d'eux, eux aussi ont une armée plus régulière. Bien que les meilleurs amiraux et soldats soient dans la police militaire, ils sont pour la plupart des hauts placés surveillés, qui eux-mêmes se méfient des actes d'Halo. Le cas le plus flagrant de méfiance est celui de Sergei Simotov, qui dira à sa fille de s'en méfier, et préférera même la voir aux côtés de Célesta Lebing. Tiens, on va revenir sur eux, ce qui va m'aider à introduire l'antagoniste. Bon, attention, pour moi, Halo égale nazi. Voilà, le point Godwin, il est atteint, on peut continuer. Mais qui contrôle Halo? Il a été dévoilé comme nouvel antagoniste à la toute fin de la première saison. Et c'est lui, Ribbon Hallmark, ou la plus grosse ordure tout manga Gundam confondu que j'ai pu voir. Ceux qui me disent que Char est le meilleur antagoniste, d'abord, j'ai dit ordure, et je le conçois. Je ne l'ai vu que dans Zeta Gundam, et j'en ai retenu qu'il était classe et charismatique, en plus d'être très développé, bien que ce ne soit pas un antagoniste dans cette série. Ribbon, lui, c'est le genre d'antagoniste tellement bien écrit dans la fourberie et le manque d'humanité que l'on a juste envie de le voir crever. Parce que c'est un salopard. Mais que fait-il de mal? C'est simple, je vais vous les énumérer. Contrôle de l'information, pour une dictature c'est le minimum syndical, contrôle de personnages secondaires, accusation sans fondement et massacre de prisonniers, utilisation de drones de massacre pour libérer une tour solaire sachant qu'il y a des civils. Oui, c'est complètement irresponsable. Et aussi, si on rajoute le tir de canon satellite sur une tour en pleine évacuation, soi-disant parce qu'il y avait des rebelles qui se cachaient parmi les civils, et enfin, tir sur une ville rebelle avec sa population et un camp de réfugiés juste à côté, vous voyez, ce sont de véritables nazis. Et le pire, c'est qu'il est un excellent pilote. Il pilote le Reborn Gundam, qui est quasiment aussi puissant que le Double O. Juste, comment tu fais? Tu es tellement terrifiant que dans le film, AES te ressemble et choquera Setsuna, alors qu'il est réputé pour être presque inébranlable. Et tu fais passer le premier ministre d'Akamega Kill pour un enfant de cœur. Je vais pas aller jusque-là quand même. Pour résumer, un personnage super bien écrit qui nous fera facilement oublier le personnage d'Alejandro Corner comme précédent antagoniste. Vous vous rappelez de la saison 1 et des personnages secondaires bien développés, notamment Sadie et Louise? Eh bien, malheureusement, ils ne sont pas en couple. Et pire, ils seront ennemis. Et tout ça à cause de cette ordure. Mais comment se sont-ils retrouvés là, sachant qu'ils avaient l'air de s'aimer tous les deux? Si vous vous souvenez bien, la famille de Louise a été tuée par un membre de l'équipe Thorn. Parce que voilà, c'est drôle de tuer des gens! Et elle a été la seule survivante, mais non sans séquelles. Elle a eu le bras arraché, et impossible de le régénérer, ceci à cause des particules Gento, ce qui a par la suite plongé nos deux protagonistes dans le désespoir. Et Saji a perdu sa dernière famille, sa grande sœur, qui faisait une enquête sur Célesta Lebing.
tous les deux ayant un dégoût sans pareil, voire une haine certaine, ce qui est compréhensif, ont pris paradoxalement deux voies différentes. L'un a pris la voie du pardon, et l'autre celui de la vengeance. Commençons par celle du pardon, prise par Saji. Sauvé par Setsuna d'une mort certaine, il sera choqué d'apprendre que son voisin fait partie de l'organisation qui a causé son désarroi. Mais petit à petit, avec des informations, des leçons de morale et un éclatement de la vérité au grand jour sur l'état du monde tel qu'il est, il pardonne ses ravisseurs et trouve une raison de se battre à leur côté. Et cette raison est de sauver Louise. Et pour ce faire, il sera officiellement le pilote du Riser pour que Setsuna puisse se battre à pleine capacité. Pour la voie de la vengeance, elle est empruntée par Louise. Notre jeune femme, qui est ravagée par la mort de ses parents, veut se venger. C'est avec l'aide de Ribbon qu'elle s'engage dans l'armée, Hello pour être plus exact, afin d'assouvir sa soif de vengeance. Et c'est là que la descente aux enfers de notre personnage commence. Elle est déjà mentalement instable. La première fois qu'elle voit un Gundam, elle devient hystérique. Mais quand Saji lui apparaît pour la première fois dans le camp ennemi, elle commence à douter des véritables intentions de son ancien petit ami. Bon, malgré des retrouvailles plutôt ardues, dès qu'ils en ont l'occasion, Saji et Setsuna essaient de la sortir de ce cauchemar. Mais sa soif de vengeance est tellement grande qu'elle tue le ravisseur de ses parents sans aucune pitié, perdant ainsi petit à petit son humanité et son libre arbitre. Pour conclure cette section, je suis obligé de vous parler de Marina Ismail. Oui, encore elle. Mais ce n'est pas ma faute si j'adore ce personnage. Cette femme est tout bonnement la gentillesse incarnée, au point d'aider des enfants orphelins et de les protéger au péril de sa vie. Je vous rappelle son rang social. Elle est censée gouverner un pays. Mais bon, manque de chance, il a brûlé pendant qu'elle était en captivité. Vous en connaissez des personnalités politiques qui prennent soin des enfants sans pour autant en faire de la propagande? Moi, non. Et si la paix devait avoir un visage, ce serait très certainement celui-ci. Pourquoi? Dans un épisode où elle est en fuite, son ancienne assistante lui donne une arme pour qu'elle puisse se défendre elle et les enfants. Elle refuse, disant que si elle accepte, elle ne pourrait plus regarder les enfants dans les yeux. Ce que je trouve complètement bête, mais compréhensif. Pourquoi n'avions-nous pas une telle personnalité politique? Un dernier petit mot avant de conclure cette section. C'est entre elle et Setsuna. Personnellement, je trouve ça dommage qu'il ne soit pas beaucoup avec lui, à la façon de l'Aksu et Kira dans Gundam Seed. Mais si la relation entre nos deux protagonistes était trop étendue, le manga n'aurait peut-être pas été aussi bon. Pour conclure la critique, ce manga est tout bonnement excellent, malgré quelques petits défauts sur la réalité de la chose. Exemple, Setsuna qui arrive à survivre 2 ans dans l'espace et quelques coquilles par-ci par-là. Mais j'en garde un excellent souvenir. Dans les 2 saisons, le manga est juste excellent. Et je vous le recommande chaudement, surtout si vous êtes aussi fan du genre cybermecha que moi. Et aussi, allez voir le film qui apporte une très belle conclusion. D'ailleurs, quel est le meilleur manga Gundam que vous ayez vu? Ou du genre cybermecha? Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas, mon avis est le mien, le vôtre compte aussi.